Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais simplement faire une petite introduction du séminaire. En fin de compte, c'est la dernière séance du séminaire de l'année, animée par la Fondation Gabriel Péry, par l'Université de Rouen et la MSH Dijon. Alors, entre histoire globale et histoire nationale, les ateliers sur l'histoire du PCF, nous arrivons à la dernière séance, même si il y a un petit supplément lundi prochain entre la Fondation Gabriel Péry, la Fondation Jean Jaurès pour la journée sur le programme commun, pour les 50 ans du programme commun à la Fondation Jean Jaurès lundi. Mais c'est la dernière séance, séance que Pierre Boichu avait proposée à juste titre et qui rentrait bien dans nos perspectives sur les générations d'historiennes ou d'historiens et les archives du communisme. Donc l'idée, travaillant sur ces générations d'historiennes et d'historiens, c'était de revenir non seulement sur les logiques historiographiques, sur le temps important de l'écriture de l'histoire du PCF et du monde communiste pour faire vite, et de l'accès aux archives, de l'accès aux sources. Donc ça participe bien aussi de ce que l'on a fait dans le séminaire au cours de l'année, puisqu'on a présenté à plusieurs reprises les états d'avancement, soit des projets Colex Percé, sur la mise en ligne des archives de direction du parti, sur les congrès, sur les enjeux des archives des congrès, etc. Et puis, auparavant, pensons aux autres publications qui ont eu lieu. En tout cas, si l'historiographie a été longtemps dominée par des enjeux qui étaient liés à la guerre froide, qui étaient liés à des moments idéologiques, on peut reprendre ce que Bernard Pudal évoquait dans le temps des histoires universitaires militantes, avec des guillemets, dans sa contribution sur le communisme français dans historiographie, concept et débat. Ça participe, me semble-t-il, ces histoires universitaires militantes, cette notion est intéressante et nous invitera à travailler au cours de la séance sur cette notion aussi qui prête peut-être à discussion, enfin me semble-t-il, et je sais qu'on y reviendra et que ce sera l'un des thèmes du questionnement qui vous sera proposé, c'est la question, en fin de compte, de ce qu'on a appelé souvent les historiens, qui étaient nommés historiens communistes. Je mets des guillemets là encore, sans pour autant prendre la peine de qualifier les autres historiens. Étaient-ils socialistes, étaient-ils libéraux, étaient-ils gaullistes, étaient-ils d'extrême droite ou de droite extrême, peu importe comment on l'appelle. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est au-delà de cette appellation, de cette revendication, c'est comment les travaux qui ont été entrepris dans, non seulement dans une histoire qui était faite aux militants, aux cadres, alors à la fois celle qui était racontée, mais celle qui devenait de plus en plus scientifique. Et il y a de nombreuses personnalités autour de la table qui ont fait leur thèse sur les écoles du parti. Je ne reviens pas là-dessus, sur la formation des militants, sur la formation des cadres. Quelle histoire on donnait à comprendre, à lire, à aussi intégrer pour avoir un combat politique du moment. Donc ça sera peut-être une des pistes sur lesquelles on pourra aller. Et puis, bien sûr, dans le sillon, on va dire, de l'école krigelienne, ou krigelienne, peu importe comment on l'appelle, sur l'approche sociétale et téléologique, c'est-à-dire comment, en fin de compte, on a pu prendre à bras le corps ces questions, et Jacques étant là sur la question de l'implantation, de la sociologie, des acteurs, comment, en fin de compte, les cultures politiques ensuite, l'histoire des gauches, une histoire comparée, une histoire replacée dans l'international communiste, et la thèse de Serge participant aussi de cela, ont pu replacer cette histoire du PCF au cœur de logiques multiples entre le centre, peut-être Moscou, la nation, la culture républicaine, un clin d'œil aussi appuyé à Roger, mais aussi au niveau social, individuel, local et de différentes périodes. Pensons au moment de la libération, de la guerre froide, et Jean-Paul Scott pourra bien sûr intervenir sur ces aspects-là. Mais tout ça s'est fait, me semble-t-il, à différents moments en fonction d'une rupture importante que cette génération en particulier a permis, c'est la rupture par rapport au manuel officiel 1964 sur, en fin de compte, chaque militant avait une histoire qui était racontée, alors de manière aussi importante, parce qu'il y avait une logique d'éducation populaire qui était derrière, mais quelle histoire on racontait, qu'est-ce que l'on voulait minimiser, qu'est-ce qu'on voulait aussi magnifier.
hein, c'est toujours les enjeux d'une histoire mémorielle qui s'est construite de fait au moment de la disparition peut-être de Maurice Thorez avec l'Institut Maurice Thorez. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait rien auparavant. On en parlait ce matin avec Pierre sur les enjeux du Front populaire et du musée d'histoire vivante mis en place par Duclos à Montreuil. Et on pourrait refaire cette généalogie, refaire ces temporalités, ces moments de cette histoire. Et puis, après, de l'IMT, hein, à l'Institut de recherche marxiste, alors en passant entre-temps par le CERM, on a eu plusieurs séances cette année sur le CERM, donc, et on y reviendra à d'autres moments dans le séminaire dans les années à venir. Voilà un petit peu, en quelques mots d'introduction, ce que je pouvais rappeler pour replacer le séminaire, la séance d'aujourd'hui dans l'ensemble du séminaire. Pierre, c'est toi qui anime maintenant et qui pose les questions, puisque c'est toi qui as été l'organisateur de la journée. Et vraiment, on te remercie parce qu'il y a une rencontre, hein, non seulement le souci de l'archive, l'importance d'avoir des archives, parce que pendant longtemps, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas là. Comment vous avez travaillé aussi sans archives à une époque. Et puis, cette révolution archivistique, alors qu'elle n'a pas forcément amené que des bons scoops ou des mauvais scoops, selon une historiographie qui était en vogue dans les années 90, mais qui a permis de reprendre à bras le corps des problématiques qui étaient justes, qui avaient été bien amenées auparavant, mais qui ont simplement permis d'approfondir en fin de compte des connaissances, sauf sur certains pans en particulier qui n'avaient jamais été traités puisqu'on n'avait pas forcément les enjeux de ces archives. Voilà, à toi. Je coupe mon micro pour que vous n'ayez pas de retour son. Oui, alors, merci pour ta présentation, ton introduction générale, Jean. Je précise un tout petit peu les choses en rebondissant sur ce que tu disais. Moi, ce qui m'a l'origine de ces réflexions, c'est la rédaction de cette brochure qui a été effectuée l'année dernière, qui est sortie l'année dernière, des archives du Parti communiste français aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, histoire, caractéristiques et bilan d'un dépôt. Et donc, qui visait faire un bilan de l'histoire du dépôt du Parti communiste dans un service public que sont les archives départementales, et qui a une partie introductive qui revient sur la mise en place au sein du Parti communiste de ce que j'appelle un dispositif historico-mémoriel. Effectivement, dès les années 30, avec le musée d'histoire vivante et dans la foulée du Front populaire, le Parti communiste organise un musée à Montreuil, mais plutôt autour des prémices de l'histoire du socialisme, avec beaucoup de choses autour de la Révolution française. Il y a un contexte politique qui explique cette initiative, qui est beaucoup portée par Jacques Duclos, mais qui est aussi accompagnée manifestement par la direction du parti. Et à de multiples reprises dans le travail d'archiviste, on se rend compte que le Parti communiste a impulsé des initiatives qui s'inscrivaient finalement aussi dans cette culture peut-être soviétique de la célébration des grands hommes, de ces grands hommes. Il y a des associations qui sont montées au moment de la mort de Paul Vaillant-Couturier, par exemple, pour ériger un monument à sa gloire. On est en 1937, si les souvenirs sont bons. Oui. Il y a des choses qui sont faites après-guerre, dans les années 60, sous la Résistance, avec la création d'un musée de la Résistance. Il y a des choses autour d'Henri Barbus, des associations d'amis, etc., etc. Donc, il y a une multitude d'initiatives qui sont prises, mais qui finalement s'inscrivent dans une logique effectivement de célébration, de patrimonialisation, et pas réellement dans une logique scientifique. Les choses évoluent très peu finalement jusqu'aux années 70, puisque en 1964 paraît effectivement le manuel d'histoire du Parti communiste, qui est déjà évoqué à la fin des années 30, mais qui, avec la guerre, ne pourra pas voir le jour, et qui est relancé finalement à partir de 1956, dans un contexte de crise du mouvement communiste international, avec le Parti communiste soviétique, si les informations sont bonnes, qui souhaite à cette époque-là aussi se lancer dans la rédaction de sa propre histoire. Donc, 1956, on lance l'idée qui émerge petit à petit, c'est très visible dans les comités centraux, de la rédaction d'un manuel. Mais comment
le Parti communiste envisage-t-il d'écrire sa propre histoire en nommant une commission d'histoire rattachée au comité central, dirigée par un politique de premier niveau, en l'occurrence François Billoux pour le manuel, et quelques années plus tard, avec la même logique de la commission d'histoire, paraît une histoire de la résistance communiste qui là est dirigée par Jacques Duclos. Donc, ces deux ouvrages un petit peu symptomatiques de la conception que le parti a de sa propre histoire sont rédigés sous l'autorité d'un politique. Donc là, le champ est bien délimité. L'histoire du Parti communiste, en particulier sa période la plus récente après-guerre, relève du politique et pas forcément de l'historien, même si on interrogera la notion d'historien communiste, même s'ils sont des historiens qui, par ailleurs, sont militants au sein du parti. Donc, c'est la question qui se pose dans les années 1970, c'est une forme d'émancipation. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les choses, peut-être relative. Les différentes discussions que j'ai pu avoir ne m'ont pas permis de complètement trancher. Et quel était le degré d'autonomie de ces historiens qui travaillent dans les années 70 au sein des structures nouvelles créées par le Parti communiste, notamment au sein de l'Institut Maurice Thorez, et doté d'une revue Les Cahiers d'Histoire, et participant aussi avec des débouchés éditoriaux par l'existence des éditions sociales, la maison d'édition historique du Parti communiste. Donc l'Institut Maurice Thorez, une autre structure qui lui est rattachée et qui naît en 1955, qui est la Bibliothèque marxiste de Paris, qui est une espèce de centre de documentation qui va prendre un petit essor avec la rédaction du fameux manuel. Là, il y a une volonté de collecte d'archives par le Parti communiste. Et François Billoux a écrit dans France Nouvelle, appelle les militants à remettre leur documentation à papier. Et naît par ailleurs un centre de documentation. Et là, j'aimerais bien, parce que moi, en tant qu'archiviste, je m'intéresse aux structures productrices d'archives, un centre de documentation qui, notamment avec des gens autour de David Diamant, de Legendre, d'Antoine Legendre, vont faire de la numérisation avant l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont constituer une micro-photothèque de plusieurs dizaines, centaines de milliers de clichés avec des archives qui viennent à peu près partout dans le monde. Car beaucoup de choses du camp socialiste, et que ce soit d'ailleurs des archives publiques de ces États socialistes ou d'archives privées. Beaucoup de choses autour, par exemple, de Marx, de la Fargue, etc., etc. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire comment ça se passe dans les années 70, quand le parti se développe génériquement, le parti, je vois au nombre de sections de travail rattachées au comité central, le collectif essaye d'investir tous les champs de la société française, et avec le programme commun, on peut imaginer comme on dit, un aggiornamento en matière de rapport du parti avec les historiens. On pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir, et ça, Roger non pas parce que c'est le spécialiste, est-ce que la question est abordée, je crois que tu peux répondre non, mais au moment du comité central d'Argenteuil. Donc on est dans un contexte général qui est le rapport du parti aux intellectuels, une question centrale et en tout cas importante, prioritaire pour le parti, et parmi ces intellectuels, il y a les historiens. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est d'interroger ces historiens des années 70 qui ont eu accès à un certain nombre de ressources internes. Est-ce qu'ils ont eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des retournements? Est-ce qu'il y a eu des changements de politique? Est-ce qu'il y a eu des moments de libéralisation? Et aussi, quelle a été la conception par le parti quelle a été la conception, en tout cas, quels ont été les usages par le parti de sa propre histoire, et à quel moment c'était un sujet politique, à quel autre c'était un sujet qui l'était moins, et au final, et comment s'est produit peut-être une émancipation, c'est interrogé des historiens vis-à-vis de la direction du parti. Donc, on va parler des structures, on va parler de tous ces questionnements. Et pour conclure, cette séance est une séance inaugurale puisqu'elle va se poursuivre avec deux dates que j'ai repérées comme essentielles. La date de 1993, alors effet d'annonce ou pas à réfléchir, mais le Parti communiste ouvre officiellement ses archives, mais quelles archives? Là encore, on cherche, donc aux chercheurs accrédités qui consultent directement le du connaît très bien, le service de documentation et service d'archives de documentation à l'époque. Et 2003,
ou une nouvelle annonce, le Parti communiste dépose dans une institution publique, en tout cas en l'occurrence les archives départementales, dépose avec un certain nombre de... Enfin, dans un esprit de libéralisation de l'accès aux sources au sein du service public. Donc, les séances prochaines concerneront des historiens comme Jean Vigreux, par exemple, et beaucoup d'autres, qui ont produit des thèses dans les années 90 et des années 2000. Et après, il y a Héloïse qui vient de terminer sa thèse aujourd'hui. On interrogera peut-être dans une troisième séance les historiens qui ont bénéficié d'une certaine manière de cette ouverture. Donc, on aura 3 générations qui permettront peut-être de faire un bilan historiographique. Et notamment, on s'interrogera sur la question de la banalisation de cette source, d'une certaine manière, de sa laïcisation, au sens où l'enjeu politique, avec le temps, s'est dissipé et que l'enjeu scientifique a pris le dessus. C'est un petit peu les objectifs qu'on s'est tracés dans le cadre du séminaire. Donc, les 2 séances auront lieu dans les années qui viennent. Et je laisse la parole à qui? On commence peut-être par celui qui est à distance, par Jacques, pour une petite présentation de quelques minutes. Jacques, tu nous entends? Oui, très bien. Naturellement. Donc, Jacques, quelques minutes un peu pour présentation personnelle et oui, politique. J'espère que ce n'est pas le privilège de l'ancienneté. Hein. Bon, quand j'ai été prévenu de ce séminaire, j'étais déjà dans le Var et je n'avais aucune archive, aucune documentation autre que locale. Hein. Donc, ce que je vous dis repose essentiellement sur mes souvenirs, mon expérience, mais pourrait être vraisemblablement modifié en fonction de la documentation existante, parce que naturellement, il peut y avoir des trahisons de ma part de la vérité. Bon, je commencerai d'abord par les remarques dans l'ouvrage de Courtois et de Lazare, Thémis 2000, hein, sur les 2 méthodes qui existent dans l'histoire du Parti communiste. Hein, la méthode dite classique, contestable, la ligne, la politique, la stratégie qui continue grossièrement ce qui avait été commencé dans le manuel. Le tout s'appuyant naturellement sur les archives de l'Internationale en train de s'ouvrir. Et puis, il y avait la méthode Giraud, une méthode dite d'implantation, dont le risque était naturellement l'inversion de la production de la ligne à partir de l'expérience locale, à partir de son application, ce qui risquait d'éloigner la compréhension du phénomène communiste dans l'histoire du parti. Il y avait peut-être un certain manichéisme agité par les auteurs. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec eux à plusieurs reprises, hein, mais ce n'était pas tout à fait inexact comme approche. Hein. C'était du survol, mais ce n'était pas tout à fait inexact. Bon. Ce qui m'invite naturellement à revenir un tout petit peu sur la façon dont j'ai abordé l'histoire du communisme, hein, parce qu'effectivement, il y a là des points d'histoire qui ont été soulevés et qu'il faut essayer d'y voir clair. Je fais mon diplôme d'études supérieures sur le guédisme après 1905, sous l'égide de Labrousse, mais essentiellement sous l'égide de Claude Villard. Lors de la soutenance, Labrousse me critique en reprenant finalement la lecture que lui avait faite Michel Perrault sur le fait que, certes, la politique était bien étudiée, bien comprise, mais qu'il y avait un schématisme dans l'approche régionale, hein, ce qui était en partie vrai, puisque l'approche régionale là, reposait essentiellement sur la lecture de l'encyclopédie socialiste de Compère-Morel.
À partir de là, au même moment, est publié le manuel. Il n'y avait rien auparavant. Hein, et tous ceux qui s'intéressaient à l'histoire du communisme, bon, étaient obligés de regarder, hein, à droite et à gauche. Hein. Le manuel a donc eu une sorte d'efficacité. Hein, et je me souviens avoir parlé avec plusieurs dirigeants du Parti communiste en les remerciant, enfin, si on peut dire, hein, de cette publication qui donnait une unité, finalement, une continuité. Au même moment est publiée la thèse d'Annick Riegel. Elle est soutenue en 63, je crois, 63 ou 64, et j'assiste à la soutenance. Hein, ce qui est intéressant parce que c'est une première expérience avec celle qui devient à ce moment-là la bête noire de l'histoire du Parti communiste. Et tout cela est édifiant et naturellement, dans la foulée, j'achète et je lis la thèse en question. À partir de là, se pose le problème de vers qui se tourner. Il n'existait qu'une seule institution qui venait d'être créée, l'Institut Maurice Thorez, hein, et je commence à prendre contact et le colloque de 67 consacré au 10e anniversaire de la Révolution d'octobre. Pour le colloque-là, les jeunes, donc plein d'argent, je propose de faire une communication sur les réactions universitaires à la thèse d'Annick Riegel. Chose que je fais très sérieusement et qui invite à faire que on a du travail, vraisemblablement, à faire pour suivre les diverses critiques qui avaient été émises. Hein. Au même moment, se tourne naturellement le problème, apparaît le problème, disons, de vers qui s'adresser, hein, pour comprendre où en étaient les historiens du Parti communiste. Et plusieurs membres du comité central, notamment, ont une attitude convergente, à savoir qu'on n'étudie pas le Parti communiste comme un autre parti, mais parce qu'il y a une réalité spécifique au Parti communiste qu'il faut saisir. Là aussi, très mise en doute de ma part. Et bien, finalement, il y a une sorte de réflexion tout en travaillant sur cette histoire-là, à partir de ce qui existe. Il y a aussi le croisement avec une réflexion qui se trouve ailleurs sur l'histoire, sur l'évolution de l'histoire, hein, notamment à Nouvelle Critique. Hein. On a là un renouvellement de la réflexion sur l'histoire à partir des méthodes empruntées aux autres sciences humaines. Et c'est le structuralisme, la linguistique, etc. Il y a un bouillonnement là, en fait, hein, qui amène à repenser un tout petit peu la façon classique de faire de l'histoire, avec aussi la découverte à Nouvelle Critique, hein, de la pensée althussérienne, hein, qui joue un grand rôle dans le renouvellement là, des approches historiques, hein, et qui est quand même à prendre en compte. Hein, et il y a aussi le rôle stimulant que peut faire mon appartenance au comité d'action du mouvement social. La revue du mouvement social est une revue qui regroupe quelques historiens s'intéressant au communisme, et là, il y a quelque chose naturellement extrêmement stimulant d'être confronté avec des gens qui ne pensent pas comme vous et qui ont une approche différente.
hein, et tout ça, ça fait naturellement réfléchir, ça provoque une aide considérable à ce que sont les différents apports du manuel et de quelques autres historiens, y compris, naturellement, la critique concernant la thèse d'Annick Riegel, qui devient l'objet essentiel maintenant des préoccupations des historiens communistes à cette période-là. Hein. Comment lutter contre les approches d'Annick Riegel reprises par toute une série d'autres historiens. Donc, ce brassage est générateur chez moi de quelque chose d'extrêmement nouveau parce que se pose la question des archives. Et naturellement, le parti pouvait être étudié grâce aux archives nationales, départementales, etc., publiques, hein, ou des archives du parti. Et je me souviens de l'expérience rapportée avec beaucoup d'aigreur par Jean Bouvier. Jean Bouvier avait écrit un livre publié l'année précédente, en 1963, La vérité sur 39. Et il avait fait des démarches auprès d'un certain nombre d'instances du Parti communiste qui lui avaient donné quasiment rien du tout. Naturellement, son livre est assassiné. J'ai donc été extrêmement, j'étais en confiance avec Bouvier et extrêmement choqué par cette démarche. D'où, 2-3 ans plus tard, j'interviens à 2 reprises dans la tribune du Congrès en disant l'importance que pouvaient avoir les archives, hein, et que pouvait avoir naturellement cette production d'archives sur le communisme et naturellement sur le mouvement social, mais en particulièrement la connaissance que pouvaient avoir les historiens et les militants de l'histoire du parti, sans phare, sans déformation. D'où la journée des historiens communistes de 72, qui est capitale pour moi. Parce que, naturellement, dans la discussion, je repose probablement le problème des archives, et Georges Cognon m'appelle. Et ils me disent, puisque tu affirmes que, avec les camarades, qu'un certain nombre d'archives nationales sont interdites, je vais faire une communication. Est-ce que tu veux me la rédiger? Bon, je rédige un brouillon, et puis il reprend, etc. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, je crois, une sorte de tournant, hein, pour moi. Enfin, les communistes s'intéressent aux archives. Enfin, il y a quelque chose là d'extrêmement nouveau qui sera relayé un peu plus tard par le fait que je deviens le conseiller, si on peut dire, des parlementaires lors de leur intervention à la loi de 79. Autre élément extrêmement important pour ma démarche, c'est le rôle de mon directeur de thèse, Pierre Villard. Mon directeur de thèse avait une formation de géographe. Or, j'avais une licence de géographie. Je suis son séminaire à l'école pratique des hautes études. Et sur le marxisme, sur les méthodes marxistes, qui sont un instrument d'analyse au service d'une visée critique. Bon, il dirige ma thèse qui avance bien, etc. Hein, et puis, à un certain moment, les réformes intervenant, hein, je suis obligé de changer de sujet, etc. Hein, et il y a donc là une transformation de ma thèse 3e cycle en thèse principale, etc. Et quand je décide d'abandonner mon sujet de thèse principale avec Pierre Villard, il m'impose de faire un livre. Ce livre, je le fais avec des étudiants que j'encadre en fonction de mes fonctions universitaires, et
ce livre est déposé, terminé en 76. Et il sort en 77. Pourquoi? Tout simplement, pendant 18 mois, le Parti communiste interdit à Lucien Sèvres de sortir le livre. Extrêmement intéressant, quoi. Enfin, sur ce plan-là, hein. Il y a quelque chose là qui serait difficile à comprendre, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc, ces notes, hein, sont à l'origine, finalement, de tout cet engagement que j'ai eu sur un thème de recherche qui a produit énormément, puisque j'étais en position, Brosse ne faisant pas le programme, préférant me laisser la confiance. Enfin, bref, il y a toute une dynamique là, hein, qui s'instaure, en plus de ça, mon travail personnel. Il y a donc là quelque chose qu'il fallait raconter pour comprendre bien cette nouvelle démarche, un tout petit peu, qui me pousse à travailler sur les questions d'implantation à définir, naturellement. Je dois quand même dire qu'il y a une sorte de regret pour moi. Bon, compte tenu de mon rôle dans le cadre du Centre d'histoire du syndicalisme, l'organisme qui lui a succédé, il y avait eu, au moment de la sortie du livre noir du communisme et de l'offensive contre le communisme d'une façon générale, il y avait eu une réflexion entre historiens susceptibles de diriger des travaux, Serge en faisait partie, et une sorte d'engagement qui avait été pris avec le dictionnaire Métron, d'engagement de multiplier les travaux d'approche et de coordonner naturellement à un certain moment. Enfin, bon. Ça n'a pas donné d'effet. Ça a donné toute une série de choses extrêmement intéressantes et utiles, mais ça a freiné finalement c'est pas un engagement, mais enfin, mon option forte prise. Hein. Il y a là quelque chose qu'on a manqué, je crois. Hein. Alors, ça a donné des initiatives extrêmement intéressantes, hein, avec l'arrivée des archives, tout ça, quoi, en fait, hein, avec le rôle de l'Université de Bourgogne et tout ça. Hein. Mais il n'y a pas eu cette organisation un peu centrale, en fait, hein, qui pouvait être organisée et qui aurait été, à mon avis, une sorte de riposte forte, hein, de la communauté historique, hein, au livre noir du communisme et toutes ses conséquences. Hein. Voilà. C'est un tout petit peu cette sorte de regret, hein, que j'ai. On a manqué quelque chose, là, peut-être, mais d'autres collègues et amis auront peut-être une réflexion différente. Ça a permis naturellement un certain nombre de réussites ailleurs. Voilà, à peu près ce que je tenais à dire, mais je vous dis, hein, que tout cela pourra être revu, corrigé, etc., parce que c'est un récit, une présentation que je fais uniquement de mémoire et à distance, qu'on fait, donc sans archives. Mais là, je suis malheureusement cloué devant mon bureau. On suit dans main gauche avec Jean-Paul Scott, et puis après Daniel, Serge et Roger interviendront. Vous êtes d'accord sur le principe? Oui. Parce que je suis peut-être partant d'un côté celui qui est travaillé. Honnêtement, je trouve que ça aurait un sens que j'intervienne juste après. D'accord. Sans vouloir. Bien. C'est logique. Alors, je crois que c'est plus logique. Et que Roger intervienne derrière, parce que les journées des jeunes historiens, tout ça, Oui, D'accord. c'est vous, vraiment. Alors, de l'époque de 72, il évoque. Alors, on est les jeunes historiens. Bon, ouais, pour moi, c'était les plus jeunes.
Et je lance juste une petite remarque, on parlait du manuel, on a évoqué, il y a aussi l'histoire du punir qui sort. Est-ce que c'est une incidence quelconque sur rien du tout? Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette rencontre qui m'ont permis d'abord de mettre. C'était moi qui t'ai. C'est toi. Oui. Je les remercie immédiatement. Tu peux les remercier déjà, mais on passe la parole à. Bon, excusez-moi, c'est pas du tout que je veuille m'imposer. J'y vais, là. Ah oui. Mais voilà, bon, je suis pas tout à fait la plus vieille après Jacques, mais j'en suis pas loin. Et en tout cas, je crois que oui, je sais que c'est toi, mais je voulais pas être désagréable. Ah. Mais en fait, mon lien avec ce qui était alors l'Institut Maurice Thorez a anticipé la journée 72. C'est pour ça que je pensais que ça avait un sens que j'intervienne maintenant. Alors, Jacques nous présente une expérience qui est extrêmement construite, et je ne doute pas que ce soit son expérience, mais je tiens à dire que toutes nos expériences, en tout cas la mienne, n'ont pas la rigueur et la rationalité de ce que Jacques vient d'exprimer. Me concernant, je passe la grecque en 70, et je crois qu'il faut quand même avoir en tête deux choses. Bon, d'une part, nous, c'est-à-dire le Parti communiste, sommes une force montante et dont d'aucuns pensent qu'elle va gagner. Alors gagner, je ne sais pas quoi, mais on vient, et d'une certaine manière, ça laisse quelques coulées franches au Parti communiste qui n'est plus dans cette situation de ghetto qui a longtemps été la sienne, mais par ailleurs, ça amène des rapprochements vis-à-vis des communistes, parce que toujours mieux du côté du manche que de l'autre côté. C'est un phénomène qui, 70-73, après ça se complique. Premier élément. Deuxième élément, Jacques a eu la chance de suivre des séminaires. Le séminaire n'est pas une donnée dans la France universitaire de 70 et d'un certain nombre d'années qui suivent, c'est-à-dire que moi je débarque là en n'y connaissant rien et en n'ayant aucun soutien universitaire institutionnellement structuré. Bon, j'ai fait 3 ans de Cagne, 68 par-dessus, on avait d'autres chats à fouetter, quand on passe à grec, on a encore d'autres chats à fouetter, et donc oui, je m'inscris en thèse, vais-je oser le dire, il y a prescription, oui, je vais le dire, mais croyez bien, c'est aux innocents les mains pleines, le sujet que je dépose, donc immédiatement après avoir passé la grecque, ou presque, après avoir croisé Claude Villard qui dit allez-y, on se voyait à l'époque, ça s'appelle rien moins que la pénétration du léninisme en France, aux innocents les mains pleines. Bon, je n'ai aucune vraie idée de ce que c'est que la nécessité d'avoir des archives, même si j'ai fait comme tout le monde un mémoire de maîtrise avec Jean Métron et qu'il m'avait mis d'excellentes archives en main sur d'autres sujets. Je n'ai aucune idée du manuel de 64. Je ne pense pas que ça existait chez moi. En tout cas, je n'ai jamais vu ça en main, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai très vite entendu parler de la thèse d'Annie Kriegel et comme je n'y connaissais rien, je trouvais ça très bien. Et on m'a dit que c'était plus compliqué que ça. Bon, mais moi, c'était la première fois que je lisais une thèse, alors je trouvais ça construit, carré, la greffe, ça. Et je crois que confusément, donc je n'ose pas dire dans la définition de mon sujet, mais dans l'expression de ce sujet qui n'en était évidemment pas un, confusément l'idée que pourquoi elle s'arrête en 1901, c'est après que ça devient intéressant. Donc, confusément, il y a eu ça, mais pas la moindre question sur la manière dont je pouvais m'y prendre. Et alors, pourquoi l'Institut Maurice Thorez? Parce que j'avais croisé Cognot par intermédiaire, et puis sans doute Claude Villard. Cognot m'a demandé dès 71 un article qui n'est pas scandaleux, je l'ai relu, sur la mémoire de la commune, enfin l'historiographie de la commune. Ah, bah, c'est Oui, on était. oui, absolument. Moi, C'est là qu'on a fait, absolument, c'est là qu'on a fait connaissance. Bon, on est dans l'amont, là, hein, quand même, hein, et on est bien dans l'histoire commémorative. Cognot, ça devait être grâce à Claude Villard, ça, m'a également embarqué dans la réédition des Humanités clandestines. Et je dois dire par politique histoire, hein, pour reprendre ton introduction, Pierre, qu'à l'époque, j'ai suivi l'école d'Amont, l'école centrale d'Amont en juillet, et que j'avais obtenu une journée de, comment on dit, enfin, je pouvais sortir une journée pour aller travailler sur le livre, ce qui était totalement impossible. On ne quittait pas l'école centrale pendant un mois, c'était précisément le mois où
Et donc, tout le monde m'avait regardé avec une certaine déférence parce que j'allais travailler. Il y avait une demande du parti pour que je puisse quitter pour une journée l'école centrale pour aller travailler sur le livre. Bon, mais ça a été une bonne expérience. C'est vrai que je me suis rendu compte en travaillant sur le livre que la façon dont je l'avais écrit avait un peu surpris parce que ça ressemble pas aux autres introductions qui sont toutes très bien, c'est pas le problème. J'avais fait un petit peu de lexicologie, c'était un peu bizarre. Bon, c'est passé. Avec le recul du temps, en le relisant, c'est un peu marrant parce que je parlais d'ailleurs, mais je ne le savais pas. Quand je dis ailleurs, ce n'était pas politiquement, c'était une méthode de travail, mais je ne le savais pas. Et comme c'était sur la période de libération, ça ne posait pas de problème politique majeur. Donc finalement, ce sont déjà chez moi, dans cette maison, où, disons-le, en termes de documentation, c'est le bordel intégral. Et ça le restera longtemps. C'est-à-dire qu'on se balade où on veut, quand on veut. On prend des trucs en demandant à la camarade qui est là si on peut. Ouais, vas-y, mais n'oublie pas de le ramener, mais non, bien sûr. De temps en temps, elle sort un truc, il n'y a pas de cote. Hein, peut-être ça peut t'intéresser, comme je ne sais pas sur quoi je travaille, parce que c'est. Alors, au milieu de ce bordel, et après, je vais momentanément m'arrêter. Alexandre Adler, il arrive après la journée des essais communistes, donc ma chronologie n'est pas bonne. Mais bon, enfin, Alexandre Adler qui nous a rejoints sur les bases que je viens d'évoquer plus haut, et moi sommes à la cave, on se balade parce que c'est le bordel intégral. Boulevard Blanqui, oui. Dans les locaux qu'il y avait. Ah oui, oui, dans les locaux. Il y a une valise, on ouvre la valise. Je sais que ça n'a pas l'air vrai, notre histoire. Et il y a des bobines de films. Alors, elles sont très, très poussiéreuses, on les remonte, on commence à regarder comme ça. Et c'est des archives de Moscou. C'est des archives de Moscou. Alors, comme on est quand même conscient qu'on a trouvé un truc qui n'est pas tout à fait le petit papier qu'on a d'habitude, même si on ne sait pas ce qu'on a. On demande à qui de droit, et surtout à Cognot, si on peut y toucher. Mon bureau, ouais, vas-y. Bon. Et après, oui, c'est Cognot qui les avait ramenés, absolument. Mais Cognot n'avait jamais dit qu'elles étaient là. D'ailleurs, Cognot savait-il encore où elles étaient. Le connaissant, on peut le penser. En tout cas, il n'avait jamais dit à personne. Bref, on les remonte au premier étage. On nous dit il y a une vague machine qui permet de les lire. Dans ma thèse, c'est ces codes-là que j'utilise, c'est-à-dire qu'elles sont toutes nulles et non avenues au jeu, puisque j'ai fait toute ma thèse de troisième cycle à l'époque, qui s'appelait École édition communiste. Alors pourquoi école édition communiste? Parce qu'entre-temps, et c'est là qu'il y a les hasards et que ça correspond vraiment. Évidemment, je suis dans un milieu communiste, c'est vers ça que je me dirige, il n'y a pas de hasard. Mais pourquoi le sujet devient ça et comment je travaille, c'est vraiment une suite de. C'est que je rencontre chez Claude Villard Roland Trempé, qui me dit écoute, ton sujet de thèse, il est sympa, mais il n'est pas très sérieux. Et Roland me dit il faut. Tu prends un petit morceau, tu le déposes en thèse de troisième cycle. Alors, je trouve ça offensant. Là, je trouve ça offensant. C'est quand on est déjà inscrit en thèse d'État, se rapatrier sur un troisième cycle. Bon, enfin, bref, d'autant qu'il y en avait d'autres à côté de moi qui persistent en thèse d'État, je ne donne pas de nom. Donc, ça m'énerve. Néanmoins, j'écoute Roland Trempé. Et là, il y a conjonction, mais la chronologie m'échappe un peu. Il y a conjonction entre le fait qu'on vient de trouver ces archives et qu'en regardant comme ça, j'ai vu qu'il y avait tout sur les écoles. Et puis le fait que Roland Trempé m'a ramené à des proportions sensées, et donc je modifie mon sujet de thèse et j'arrive à le finir à peu près dans les temps. C'est au milieu de tout ça, mais donc je suis déjà très chez moi, si j'ose dire, dans cette maison quand il y a la journée des historiens communistes. Quand ça a lieu, on est vachement content parce qu'on ne se connaît pas tous, on fait connaissance, on est beaucoup, mais je dirais pour moi, il n'y a pas d'histoire antérieure. Je n'ai pas le sentiment d'une rupture, à la différence de Jacques, parce que je n'ai pas vécu la rupture. D'abord, il y a le temps où je ne connaissais rien, où je ne savais rien, avec la politique qui m'intéressait, donc je faisais de l'histoire au milieu. Aucune norme, aucun cadre, aucun rien, puis je n'avais rien. C'est pas que je n'avais rien à faire, mais je ne savais pas, et on m'avait pas appris, on m'avait appris nulle part. Et je répète, c'est pas forcément à l'université qu'on apprenait parce que ça n'existait pas. Il pouvait se trouver qu'il y ait des directeurs de thèse qui organisent ces trucs. Et en tout cas, sur l'histoire du parti, je m'arrête là. Je crois que nous avons tenu lieu pendant jusqu'en 77, en gros. Nous avons tenu lieu de séminaires sur l'histoire du parti qui n'existaient pas ailleurs. C'est peut-être pas par hasard si le communisme s'est créé. Ça a été un contre-feu évident à la place qu'on occupait parce que le parti l'occupait politiquement. Je m'arrête là. Bon, j'ai d'accord, oui, c'est logique.
Oui, il y a de la logique effectivement dans cette séquence. Alors, c'est pas très facile pour moi de parler, j'allais dire, d'un parcours qui est quand même un peu particulier. Il faut savoir qu'il y a une quarantaine d'années, Philippe Aubrieux, que l'on connaît bien, m'avait qualifié d'historien autoproclamé. Voilà. Donc, pour une part, je vois ce qu'il voulait dire. Je n'ai jamais été un universitaire et je n'ai jamais écrit une thèse. Et je dirais qu'au départ, si j'avais suivi un cursus universitaire classique, je ne l'aurais pas suivi sur l'histoire du Parti communiste. Moi, mon travail au départ, ce qui était, oui, ma passion, je peux le dire, c'était l'histoire de la Révolution française. En fait, je participais au séminaire d'Albert Soboul. Voilà. Donc, théoriquement, ma voie était tracée, c'est l'histoire de la Révolution française. Ce qui a tout changé, c'est effectivement cette fameuse année 1972, quand, à l'automne donc de 1972, sur décision du Parti communiste et de l'Institut Maurice Thorez, associés, en l'occurrence la section des intellectuels d'un côté et l'Institut Maurice Thorez de l'autre, se tient une journée des historiens communistes, qui rassemblait d'ailleurs à peu près toutes les générations d'historiens, anciennes ou récentes, novices ou historiens confirmés, et d'historiens qui travaillaient sur la totalité des champs. Ce n'était pas une journée consacrée à l'histoire du Parti communiste. Mais il se trouve que cette journée va avoir, j'allais dire, un aspect fondateur, on peut le dire, parce que ça va, j'allais dire, asseoir le désir de la direction de l'Institut Maurice Thorez de changer un petit peu le statut de cet institut. Il y a une rupture qui s'opère à ce moment-là, intéressante à noter, une rupture, pour la comprendre, j'allais presque dire, il faudrait essayer de revenir un peu en arrière, jusqu'au début des années 70, en gros, on peut considérer que pour les historiens membres du parti, je ne me prononce pas sur le concept, là pour l'instant, historien communiste ou pas, il y avait, comment dire, quand on travaillait sur l'histoire du mouvement ouvrier avant 14, j'allais dire, il y avait un champ d'activité pour les historiens membres du Parti communiste. Mais à partir de 1920, l'histoire devenait, j'allais dire, la responsabilité non plus véritablement des historiens membres du parti, mais du parti lui-même. Certes, des historiens membres du parti pouvaient contribuer à la production d'une histoire du Parti communiste, mais cette histoire n'était considérée que comme une histoire officielle. Et à partir des années 70, il y a de ce point de vue une sorte de coupure morale, mentale, qui s'opère en considérant que cette, j'allais dire, coupure de date chronologique avant 1920 et après 1920 n'a plus véritablement de raison d'être. À l'issue de cette journée des historiens communistes, il se trouve, ça aussi c'est un geste qui a de la signification, que le bulletin qui était le bulletin de l'Institut Maurice Thorez, qui était un institut comme tous les instituts, même l'Institut Charles de Gaulle. Le bulletin, c'est les cahiers. Oui, c'est ça, les cahiers. Non, mais ah, pardon, oui. Non, mais c'est plus valorisant cahier quand même. Oui, c'est vrai. Non. Alors, je le redis d'une autre manière, le bulletin de l'Institut Maurice Thorez s'appelait les cahiers de l'Institut Maurice Thorez. Et la mission de ces cahiers, c'était la mission de l'Institut. C'est-à-dire au départ la mémoire de Maurice Thorez, c'est-à-dire la valorisation de l'activité du Parti communiste dans la société française. Et à la fin, dans le prolongement de la journée des historiens communistes, la direction de l'Institut, en l'occurrence c'est Jean Burle, Georges Cognot accepte
Richard Lagache, qui travaille avec Jean Bur, en est j'allais dire, le metteur en œuvre. L'Institut décide que les cahiers de l'Institut Maurice Thorez deviennent des cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez. Et il se trouve qu'avec un certain nombre d'amis et d'autres qui se trouvent ici, s'associent à ces cahiers devenus cahiers d'histoire, entre dans la rédaction de ces cahiers d'histoire toute une génération de jeunes historiens, alors pour le coup, qui viennent, j'allais dire, compléter la présence à l'intérieur déjà du comité de rédaction des cahiers, de ceux qui étaient arrivés avant, et Daniel a évoqué cette période-là. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se passe qui marque, j'allais presque dire, une première rupture, presque, on va dire, épistémologique. Les cahiers devenus cahiers d'histoire n'ont plus simplement pour vocation de travailler la mémoire ou d'exalter la mémoire communiste, mais théoriquement de produire de l'histoire, Et donc, de ce point de vue, il y a quand même un changement qui est un changement important. Avec le temps, cette volonté de passer, j'allais dire, de la fonction mémorielle à la fonction historienne va s'élargir avec d'abord la mise en place, notamment à partir de 73-74, de commissions d'histoire à partir d'une chronologie, d'un cadre chronologique. Il y a eu plusieurs commissions associant notamment des historiens et des militants, et il y avait un petit peu l'idée de créer une synergie entre les acteurs et les historiens eux-mêmes. C'est déjà en quelque sorte un changement. Dans la période précédente, il n'y a pas véritablement de commission d'histoire. Il y a une commission d'histoire qui est en fait un bureau politique un peu élargi qui rédige le manuel. Il y avait eu des commissions d'histoire à l'époque de la guerre froide, à l'époque où les intellectuels communistes étaient rassemblés par discipline. Mais ça, c'était arrêté. Et là, on constitue des commissions, et des commissions dont l'objectif devient faire l'histoire du Parti communiste dans des périodes particulières. Et deuxième changement, et je pense que je vais m'arrêter là, ce moment va coïncider, ce que vient de raconter Daniel, avec le fait qu'on décide, à partir de 74, 75, 76, ça va s'élargir, que ce travail des commissions va pouvoir s'appuyer sur l'accès à des archives. Certes, les archives qui sont les archives de l'international, les fameuses bobines qui ont été ramenées dans des boîtes à chaussures par Georges Cognot, mais qui n'en avait au départ, bien entendu, rien dit. On connaissait Georges Cognot de ce point de vue-là. Et puis surtout, la possibilité pour les historiens de l'Institut Maurice Thorez d'accéder aux archives papier notamment dans un premier temps, mais aussi orales, du comité central entre 1944 et 1947. Et là, il y a donc un changement radical. J'allais dire, avant, même dans le cadre de l'Institut Maurice Thorez, on essayait de faire de l'histoire, en traitant d'ailleurs de beaucoup de sujets. Ce n'est pas simplement l'histoire du communisme, mais la droite, le socialisme, l'économie, l'État, enfin, etc., etc. Mais on passe, j'allais dire, d'une histoire qui est une histoire uniquement à partir de textes, à une histoire qui s'ouvre désormais sur des archives. Et là, évidemment, ça modifie totalement la conception, les conditions du travail, même si les uns et les autres avions, comme l'a dit Jacques, des manières différentes de travailler. Voilà. Je m'arrête là pour indiquer simplement, pour que les choses soient claires, à partir de là, j'allais dire, pour moi, on va dire mon emploi de temps de vie se partage un peu en trois. Il y a d'abord le fait que je suis enseignant du secondaire, parce que je resterai jusqu'à ma retraite, d'une part. Il y a mon activité à l'Institut Maurice Thorez, qui est pour moi l'activité intellectuelle centrale, même si j'ai eu par ailleurs
des relations, par exemple, avec une nouvelle critique. Pour moi, mon activité intellectuelle, c'était l'Institut Maurice Thorez et son travail, les cahiers d'histoire et les commissions de l'Institut Maurice Thorez. Et troisième temps, l'activité militante, qui fait que je suis totalement engagé dans cette activité militante jusqu'à devenir en 1982 membre du comité central, ce que je resterai jusqu'à 2008. Voilà. Donc, un emploi du temps, au fond, partagé en trois, avec tout ce que ça représente, à la fois comme richesse et comme contradiction, puisqu'il se trouve que je suis à la fois membre de la direction du PC et que je veux faire une histoire que je pense, mais on y reviendra, solide, sérieuse, du communisme, ce qui, évidemment, notamment à l'extérieur, a longtemps suscité quelques réactions pour le moins de doute. Peut-on être totalement sincère, comme j'avais eu le front de l'écrire d'une histoire sincère du PCF, je dois dire que je ne convainquais pas nécessairement tout le monde à ce moment-là. Mais on aura l'occasion d'en parler. Ils ne connaissaient pas ces New Boss, ils ne savaient pas que tu... Voilà, non, mais cela dit, vous comprenez pourquoi j'étais un historien autoproclamé pour Philippe Aubrieux. Un membre du comité central ne peut pas être véritablement un historien. Il ne peut être un historien que s'il quitte le comité central, que s'il quitte le parti, et si possible, que s'il aille le plus loin possible vers la droite. Je ne fais, de ce point de vue, évidemment, je ne me réfère à aucun individu particulier, comme vous vous en doutez. Donc, ce qui sera le premier point après de la liste des thèmes qu'on abordera. Oui. Et on reviendra dessus. Alors après, on avait dit qui, Serge, Paul? Je ne sais pas, c'est plus logique. Ça dépend des dates et tout. Donc, ce qui est frappant, c'est que, en ce qui me concerne, et c'est peut-être ça qui va me différencier de Serge, c'est que je n'ai pas participé à ce séminaire d'octobre 1972. On n'entend pas. Le micro est coupé. Le micro est coupé. Voilà. Je disais donc que je n'avais pas participé à ce séminaire des historiens communistes d'octobre 1972 et que je m'étais rapproché seulement à partir de 1973-74 de l'Institut Maurice Thorez. Alors, pourquoi? Je pense qu'il faut comprendre, il faudrait que j'explique précisément ce que j'attendais de l'Institut Maurice Thorez et surtout ce que j'attendais de l'ouverture des archives quand sont arrivés la quarantaine de cartons contenant les délibérations sténographiées de 18 comités centraux tenus entre janvier 1945 et décembre 1947. Pour tout vous dire, j'ai adhéré au Parti communiste en avril 1970, à 26 ans seulement, après avoir refusé d'y adhérer en 1965 à Montpellier. J'étais, disons, contre la candidature de François Mitterrand soutenue par le Parti communiste et j'ai été très surpris, disons, de la façon dont c'était traité les crises de l'UEC. Donc, si j'adhère pour le 100e anniversaire de Lénine, c'est parce que je me dis marxiste et léniniste et agrégé d'histoire, nommé au lycée Carnot, je me spécialise, pour ainsi dire, en histoire économique, comme d'autres. Je participe, disons, au séminaire de Jean Bouvier, comme d'autres. Qui pourtant venait de rompre avec le Parti communiste. Au plan idéologique, j'ai rompu avec Althusser grâce à la découverte de Gramsci et surtout des conseils de Pierre Villard, lui aussi qui a joué un rôle important dans mes orientations, mais aussi en lisant Coulantzas. Donc,
je cherche avec Jean Bouvier ce que pourrait être un sujet de thèse sur les nationalisations industrielles, parce que je cherche à expliquer comment des réformes aussi fondamentales que ces nationalisations démocratiques et anticapitalistes, par certains côtés, ont pu répondre à la crise des années 30 et permettre le mouvement de longue durée qu'on a appelé les 30 glorieuses. Voilà pourquoi, curieusement, j'ai commencé à travailler à la revue communiste Économie politique, aux archives particulièrement pauvres. J'ai suivi également un certain nombre de séminaires au CERM sur le mode de production, sur les formations économiques et sociales, et même le débat sur les spécificités de l'impérialisme français. Ça rappelle des choses à Serge. Hein, voilà. Tant et si bien que j'ai été recruté en 1972 pour enseigner l'histoire économique à l'université d'Amiens. Recruté par qui? Par nos camarades communistes, Paul Bocara, Philippe Herzog et Olivier Weinstein, avec lequel nous articulions de manière originale travail historique et travail théorique et politique. Donc, c'est dans ce cadre-là que je conduis mes premières recherches sur les cycles économiques, sur la crise des années 30, et cela aboutit à un premier essai qui paraît seulement en 1981, La voûte française du capitalisme. Voilà. Donc, je n'ai pas participé à la réunion des historiens communistes et je n'ai aucune expérience en histoire politique, sauf que j'ai fait à Montpellier un gros mémoire, enfin un gros diplôme d'études supérieures sur la crise économique et sociale et le mouvement de Front populaire dans l'Hérault. Voilà. Je m'approche de l'Institut Maurice Thorez au moment de la commémoration du programme du Conseil national de la résistance. Et mes premières publications, mes premiers travaux portent sur, finalement, la mise en place des nouveaux pouvoirs et la restauration de l'État. Sur ce, en 1974-75, la direction de l'IRM, Jean Burle en particulier, nous demande à nous tous de travailler sur le réformisme français en raison de, disons, de l'affirmation du Parti socialiste, du nouveau Parti socialiste, qui conteste de plus en plus la domination sur la gauche du Parti communiste. Je dois avouer que quand j'ai relu récemment les 120 pages écrites sur, disons, l'ASFIO et l'exercice du pouvoir de 1944 à 1947, je me suis dit que c'était sacrément, disons, cohérent, même au niveau de l'analyse des contradictions et du jeu des, disons, des dominations. En gros, comment est-ce qu'un parti socialiste en difficulté, en recul, arrive finalement à marginaliser le Parti communiste? Voilà. Cette analyse des contradictions, pour moi, est fondamentale. Si vous voulez, même si j'avais une formation d'historien de l'économie, je me disais que dans le cadre de l'école des annales auquel nous nous référions tous, l'analyse du politique était un point aveugle qu'il fallait éclaircir. Pourquoi? Parce que si les rapports de production sont certainement déterminants, voire dominants dans l'évolution historique, les rapports sociaux, en particulier les rapports politiques et idéologiques, jouent un rôle décisif, en particulier lors des moments de sortie de crise. C'était, disons, mes hypothèses de l'époque. Voilà pourquoi, quand j'ai vu arriver, disons, à l'Institut Maurice Thorez, ces cartons, c'est donc, je ne sais pas si c'est fin 75 ou début 76, quand j'ai vu arriver ces cartons, je me suis dit que, disons, il était d'un intérêt capital de pouvoir utiliser ces archives inédites, vivantes du comité central pour chercher à mieux comprendre le rôle, disons,
objectif et subjectif du Parti communiste, de la CGT et du mouvement ouvrier en général pour, disons, sortir la France de cette longue crise des années 30 et de la guerre. En gros, si vous voulez, à l'époque, je formulais l'hypothèse que finalement, c'était plus, et que les économistes aussi le pensaient, hein, que c'était plus le compromis entre capitalistes français et mouvement ouvrier que disons, que avaient été trouvées les solutions à longue durée à disons, à la renaissance de la France, plutôt que dans les simples relations politiques entre gaullistes, communistes et socialistes. Le deuxième point sur lequel je voulais rapidement terminer, même si on y reviendra plus tard, c'est sur la façon dont j'ai pensé que l'on pouvait travailler sur les archives du comité central. Parce qu'il y a eu, avec la création des commissions, une réflexion. Il fallait certes faire un travail de type chronologique, parce que dépouiller 40 cartons avec disons, avec environ 147 interventions, non pas beaucoup plus que ça, avec, disons, de multiples interventions, parfois 35-40 par comité central, sur du papier pelure, ça a demandé beaucoup de temps. Dans un premier temps, les commissions 44-47, composées, et Roger y ont fait allusion, à la fois de notre collectif d'historiens, des dirigeants de l'IMT, avec en particulier Jean Burle, de quelques, disons, militants retraités, en particulier Paul Hainaut et André Moine, les plus assidus, et d'autres. Nous cherchions à nous réfléchir et travailler ainsi. Un historien faisait un rapport d'introduction sur un sujet choisi à l'avance, il y avait débat, et selon les cas, sortait de là un article pour les cahiers d'histoire. Vous n'avez qu'à reprendre la série, disons, des premiers cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez à partir de 1976, et vous verrez que, outre bien sûr la reconstruction de la restauration de l'État, nous avons travaillé sur des sujets comme, par exemple, peu importe, vous y retrouverez. Mais si vous voulez, autant on pouvait, dans un premier temps, estimer que en se consacrant à la lecture disons, des allocutions, des discours, des membres du bureau politique et du secrétariat, on pouvait mieux chercher à comprendre les ajustements de la ligne politique, les difficultés de compréhension d'un certain nombre de militants, les difficultés d'application de la politique du parti, par exemple la bataille de la production. Si on pouvait mieux comprendre les difficultés des relations avec les autres partis, cela restait une histoire d'en. Le problème, c'est que ces archives du comité central avaient un tout autre intérêt, vu la multitude des intervenants. Au total, plus de 148 intervenants. Plus de 450 documents permettaient, vu la diversité de ces intervenants, aussi bien des secrétaires fédéraux, des journalistes, des maires, des députés, voire des invités, permettaient de faire une analyse très fine de la façon dont les communistes se représentaient, la direction communiste se représentait l'état d'esprit des ouvriers, des paysans, des enseignants, des femmes, des jeunes, etc., etc. Donc, il y avait une possibilité de faire autre chose que de l'histoire politique. Inutile de vous dire que nous avons vite découvert les limites de nos possibilités. Et je vais m'arrêter là. En effet, je dois reconnaître aujourd'hui que nous n'avons pas réussi à surmonter, disons, certaines difficultés de relations
avec la direction du parti et même la direction de l'Institut Maurice Thorez. Notre collectif d'historiens, si vous voulez, a entretenu avec la direction du parti des rapports que je qualifierais de double, disons, de double ambivalence. Ambivalence des rapports du parti à notre égard et ambivalence de nos espérances. Et inutile de vous dire que ma plus grosse déception, ça a été quand, en 1980, à la suite de la fusion de l'Institut Maurice Thorez et du Centre d'études et de recherche marxiste que j'ai condamné, les archives nous ont été retirées, ont été réintégrées au comité central, et je dois avouer, et ce sera le troisième point que je pense peut être développé ultérieurement, je voudrais expliquer pourquoi j'ai repris 10 ans après, cette fois-ci, un sujet de thèse sur Parole et pouvoir, l'exemple du comité central du Parti communiste 1944-1947, et curieusement et paradoxalement, alors que j'avais fait 2 séjours à Moscou pour travailler sur les archives de la section française, y compris du Parti communiste bolchevique de l'Union soviétique, pourquoi, curieusement, en 1994, j'ai interrompu la rédaction de ma thèse et j'ai renoncé, y compris à communiquer, disons, mes archives à la direction du parti. Peut-être que ça fera... On a envie de savoir. Ça fera peut-être grincer certaines dents, mais je tiens à le dire aujourd'hui. Et peut-être que ça me permettra de reprendre mes travaux. Alors, Esther, maintenant, pour ponctuer ce premier tour de... Oui, alors, notre doyen. Quand on arrive à la fin du premier tour, on a le sentiment qu'il faut être bref, pas se répéter. L'avantage, c'est que beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord ont été dites. Moi, en termes de chronologie, je distinguerais, si j'ai bien compris la thématique là, c'est comment on est arrivé à travailler sur l'histoire du Parti communiste, par quel parcours, par quelle évolution. Je pense, comme Daniel, avoir été au début des années 70 assez distant à l'égard de ce qu'on pourrait appeler l'histoire du communisme telle qu'elle se faisait à l'Institut Maurice Thorez. À tel titre que si j'ai participé, par exemple, au numéro spécial de la Nouvelle Critique en 71... Moi, c'était le cahier d'histoire, on s'était rencontrés à ce moment-là. Ah voilà, c'était un cahier qui était consacré au regard des historiens, et il y avait de la lexicologie, justement, il y avait Appel-Muller, d'autres gens comme ça, et moi, j'avais travaillé sur l'histoire des instituteurs, et sur la communauté. Et d'autre part, en termes de thèse, de projet de recherche, ayant fait mes études et ma formation avec Pierre Villard en histoire économique à la Sorbonne, quand je sonde un sujet, un séminaire, je fais l'histoire économique. Et qui je vais trouver pour déposer un sujet de thèse, alors que j'ai une certaine activité politique à cette époque, assez relativement intense. C'est un sujet sur l'histoire des politiques publiques dans le domaine de l'énergie et les politiques pétrolières. Vous voyez, pour vous dire pourquoi ça n'a aucun intérêt, et c'est un sujet de thèse d'État. Bon. D'abord, je suis un petit peu inconscient, je m'en apercevrai progressivement parce que les archives des politiques publiques de l'État et notamment des grandes banques françaises, banques d'affaires, sont fermées et que faire une thèse d'État sur un sujet de ce genre, notamment avec le Moyen-Orient, l'Irak Petroleum, le Total aujourd'hui, la CFP, s'il n'y a pas d'archives, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'avais une grande méfiance à l'égard de l'histoire politique communiste faite par le Parti communiste. Et je ne participe pas aux premières activités de la nouvelle équipe de jeunes historiens, et je vais y arriver un peu plus tard, je ne sais plus exactement quand, je pense que c'est en 1974, et je vais y arriver très curieusement par le biais encore de l'histoire économique, puisqu'il y a
autour des cahiers d'histoire et à l'Institut Maurice Thorez, on forme une commission d'histoire du capitalisme et je m'occupe de cette... Et alors, très, très curieusement, il y a le patron, mon patron, si j'ose dire, de thèse, Jean Bouvier, qui avait rompu et qui était très méfiant à l'égard des aventures dans lesquelles il avait été plongé dans l'histoire du parti, qui vient participer à ces séances, ainsi que Jacques Marseille, qui a été connu ultérieurement pour la dimension médiatique forte et ses éloignements successifs à l'égard de ses engagements, j'allais dire, de ces jeunes années. Mais on travaille de manière très précise. Il y a aussi Lucette Lévent qui travaille sur la question de la pensée économique. Donc on a vraiment une commission... Bon, c'est là que Michel arrive. Peu intéressant, sauf que moi, j'entre dans l'histoire du communisme, j'allais dire, non pas académique, mais quand même de façon sérieuse, par le biais de l'analyse de la crise des années 30, rapportée au débat sur la crise du moment, des années 70, et des débats à l'intérieur de la commission, notamment avec Jacques Marseille, sur la question coloniale. Est-ce que l'empire colonial a protégé ou enfoncé la France dans la crise? Et je m'engage dans un travail de réédition du livre de Eugène Vargas sur la crise qui avait été publié en 1933-34. Et à partir de là, je travaille sur les publications qui étaient à l'Institut Maurice Thorez, des chroniques de Vargas, des chroniques conjoncturelles de Vargas dans la correspondance internationale. Et c'est comme ça, ni plus ni moins, que j'entre dans l'histoire du Parti communiste. Et à partir de là, je vais, par ce biais-là, m'intéresser à ce qu'a été la pensée économique théorique du Parti communiste, de ses dirigeants dans les années 20, les années 30. C'est-à-dire par un biais qui n'est pas celui des écoles, mais qui n'est pas non plus celui de l'implantation et du militantisme. La dernière chose, c'est qu'à cette époque, j'ai quand même une activité politique relativement étonnante pour un jeune historien prof du secondaire, puisque j'ai été, amené à accepter une proposition qui m'est faite d'être rédacteur. On dirait rédacteur aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas comment on dirait, membre du secrétariat de la direction du Parti communiste pour rédiger des discours, pour aller vite, hein. Rédiger des discours. Sur l'histoire. Hein? Non, pas sur l'histoire, des discours surtout. Et c'est entre 74 et 77, vous voyez. Et par ce biais-là, je côtoie la direction, puisque quotidiennement, je baigne dans une ambiance qui est aussi celle des rapports avec les soviétiques, qui est aussi celle des rapports avec les Italiens, avec les Espagnols, l'eurocommunisme. Donc, je suis en quelque sorte acculturé à ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement d'un groupe dirigeant. Et donc, ça va me donner l'idée de travailler sur un tel groupe dirigeant, mais dans les années 20, les années 30. Autour, alors ça va se débloquer, l'idée et du sujet un peu plus tard, progressivement. Il faudra un certain nombre de moments, et aussi l'accessibilité aux premières archives qui étaient jusqu'en 1932, les archives de direction qui arrivaient et qu'on pouvait récupérer jusqu'en 1932. Et je profite d'un premier voyage, ou de deux premiers voyages en Union soviétique, pour utiliser un peu de temps disponible pour aller à l'Institut du marxisme-léninisme, voir des archives sans avoir les inventaires. Puisque si on était bien vu, si on avait une recommandation, un propos, tout ce que vous voulez, on pouvait voir les archives, mais on n'avait pas les inventaires. C'est les premiers contacts avec les archives, mais ce n'étaient pas des archives russes forcément, c'était des archives françaises sur place à ce moment-là. Voilà. Et à telle enseigne d'ailleurs que quand moi je travaille sur ces sujets-là, je suis un peu en marge du travail de l'équipe qui va collectivement travailler sur le congrès de Tours et la réédition. Enfin, l'édition du congrès de Tours, qui est l'édition qui va croiser différentes compétences. C'est pas une équipe, c'est des amis. Des amis, voilà. Non, mais après, il y aura un autre ouvrage
qui s'appelle, qui est plus, comment dire, pas politique, mais si quand même un peu, étape et problème, et qui, lui, va, quand même, parce qu'il y a l'idée d'un parcours, d'une évolution. Alors, on en reparlera. Ah bon, on va en parler. Bon, voilà. J'avais juste, comme j'ai fait bref quand même, j'ai été bref. Juste un mot sur l'intitulé. J'ai une réticence, non pas une remarque, sur le terme de génération. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun, on vient de le voir dans notre parcours, qui se croise, qui n'est pas identique, mais Roger l'a évoqué, Jean-Paul n'a pas pu échapper à l'idée de ce qu'était devenu ou pas devenu son travail. Il se trouve que enfin c'est un peu différent, mais il y a des proximités entre Daniel et moi. Moi, je suis entré dans l'activité universitaire après Daniel, mais après, je m'y suis trouvé quand même pendant une trentaine d'années, et Daniel, une quarantaine d'années, ou quelque chose comme ça. Tu as prof de lycée. Tu as été prof de lycée. Et par ailleurs, secrétaire de section. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je me suis trouvé impliqué dans l'activité universitaire, ça a redoublé, pas l'intérêt, ça a provoqué un retour sur cette histoire communiste de ma part qui n'était plus le même. Pour moi, ça a provoqué un éloignement. Oui. Mais je veux dire que c'est pour ça, c'est la notion de génération qui me fait dire ça. C'est-à-dire que le terme de génération et de notre ami à tous, Cirinelli, doit être à notre égard pratiqué avec précaution parce qu'il y a la formation dans la génération, les années de formation, mais il y a aussi le devenir de ces générations. Comment dire, croisé avec à la fois une série d'aventures institutionnelles, professionnelles. Et par exemple, moi, à partir de 1980, je ne me suis plus du tout occupé des cahiers d'histoire, j'y étais plus, et créé une revue qui s'appelait Société française. Et je me suis donné à ça, du point de vue militant, pendant 10 ans. Et donc, ça a en quelque sorte créé une sorte d'écart et de scission entre le travail interne militant du côté de cette revue et la sociologie, sciences politiques, tout ce qu'on veut, et l'activité de recherche que j'ai développée par ailleurs. On a après des parcours qui sont assez hétérogènes. Quoi. Ouais, un mot sur génération. Je suis d'accord. On a des parcours individuels qui ne sont pas les mêmes. L'effet générationnel, mais ce n'est pas le nôtre, c'est celui du parti, c'est qu'on appartient tous à la sortie de guerre froide. Et que cette sortie de guerre froide, ça signifie quelque chose de très fort dans la relation entre le travail intellectuel ou académique, appelons-le comme on veut, enfin mais le travail historique, et le travail politique. Et ça, confusément, on le sait tous. On le sait tous, et la direction du parti le sait aussi. Alors après, ça passe, il y a des hauts, il y a des bas. Je ne me rappelle plus que réformisme, c'était sitôt, c'est là que je me fâche, mais je reste quand même. En tout cas, je n'y ai pas collaboré parce que j'étais en désaccord total. Mais on est quand même, on est dans l'après-guerre froide. Et ce moment-là, il s'infléchit quand le poids politique du Parti communiste est remise en question, et où à partir de là, ça crée des complexifications qui nous amènent les uns et les autres à réagir de manière différente. Il faudrait croiser parcours militant et parcours professionnel, parce que les choses, disons, sont à la fois imbriquées et différentes. Dans une phase où c'est fait le rappeler parce que c'est pas compréhensible pour la nouvelle génération, si génération il y a, mais je suis d'accord avec les limites de Serge, c'est que on est tous des post-68 ce qui fait que quand on s'inscrit en thèse, on nous dit tous, vous n'entrerez jamais à la fac, et à la limite, on s'en fout complètement, absolument. Parce qu'en fait, la politique, on pense que l'avion va changer de base dans le quart d'heure, donc c'est quand même plus intéressant. Il y a même des gens aussi stupides que moi qui ont refusé des postes à la fac. Oui, moi pas, mais c'est parce que j'étais un petit peu plus jeune. Et tu étais plus intelligent. Non, mais on ne l'a pas proposé, je ne peux pas faire. Si, quand même. Non, indépendamment de ça, donc il y a une espèce d'espace, je ne dis pas du tout un vide, parce qu'on ne le vit pas du tout comme un vide, à la différence de nos pauvres doctorants qui font des thèses pour ça et puis qui se retrouvent dans la situation où on sait. Je ne vais pas vous faire un cours sur la situation politique et nos tâches actuelles, mais nous, on n'en attend rien. On ne s'est pas inscrit en thèse pour ça. On s'est inscrit en thèse, parce que... oui, enfin parce que ça perd pas la taille, quoi. C'était comme ça, et en même temps parce que ça nous donnait un espace-temps pour penser, travailler collectivement. C'est ça. Je crois que la notion de collectif était très importante. Alors,
Roger, je te propose, tu voulais rebondir la discussion et tu ouvres après sur la notion d'historien communiste, du communisme, puisque tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure déjà et que Jean l'a présenté en introduction. Jean, tu veux dire quelque chose après? Bah oui. Je laisse Roger. Est-ce que Jean, tu as une remarque à faire? Après, Roger voulait intervenir dans le sens du tour de Non, mais c'est table parfait, initial. c'est parfait. Le timing est bon. Je crois que tu avais dit 15h30 pause. Donc, vous êtes à 15h30 et vous devez faire votre pause, si j'ai bien compris. Et on rebondit le retour après avec la question de Roger sur historien communiste du communisme. Roger conclut la table ronde. C'est pas une conclusion, c'est juste deux petites précisions, 2 minutes. Hein. Génération, je pense que c'est moins pour le coup une notion effectivement, je l'ai presque individuelle qu'une notion politique. C'est ce qui est commun, j'allais dire, quelle que soit la génération biologique, hein, c'est l'acceptation à un moment donné de la rupture, de l'ouverture introduite par le fait en fait que dès le moment où le manuel d'histoire apparaît, il est obsolète. Et que ceux qui vont se retrouver autour de l'aventure, comment dire, de l'Institut Maurice Thorez, nouvelle variante, ce sont ceux qui, par-delà, j'allais dire, leur génération, sont convaincus qu'il faut aller au-delà et rompre même d'une certaine manière avec la logique du manuel de 64. Ce qui fait que, par exemple, dans les commissions de l'Institut Maurice Thorez, ceux qui ont été parmi les plus actifs sont des gens comme Germaine Villa ou Roger Borderon qui partageaient cette conviction-là et qui par-delà les générations. L'autre précision que j'avais oubliée tout à l'heure, il y a une date qui n'est dans le rapport à l'histoire du communisme à l'intérieur de l'Institut Maurice Thorez. Il y a une date peut-être qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est en 79, l'élaboration du numéro spécial étudier le PCF, hein, que publie l'Institut Maurice Thorez. C'est juste avant la transformation de l'Institut Maurice Thorez en Institut de recherche marxiste, et on publie un énorme numéro comme aucune revue ne peut se permettre d'en publier aujourd'hui, avec toute une série et de réflexions et de matériaux auxquels les uns et les autres en vont contribuer, qui traduisaient un état d'esprit. Là, véritablement, on entrait dans une autre manière. Et Annie Friegel nous avait envoyé une lettre assassine où elle disait vous êtes qui vous? Je suis suffisamment connue pour que je n'ai pas besoin de vous raconter comment j'ai fait l'histoire du PCF. Que nous n'avions pas publié. Voilà, en tout cas, n'avait pas autorisé à le faire. En tout cas, c'était une œuvre collective qui marquait, y compris dans notre parcours, j'allais dire, une césure. Après, les uns et les autres avons suivi des parcours à la fois parallèles, croisés, etc. Mais je pense que 79, il y avait un moment, j'allais dire, qui est marquant dans notre. Oui, mais comme le disait Daniel tout à l'heure, je pense qu'on a peine à imaginer aujourd'hui que ces commissions ou ce travail, au-delà des divergences, des différences et des tensions qui pouvaient exister, avaient cette singularité d'être original dans son mode d'existence et de fonctionnement. À telle enseigne que je me souviens d'une séance à Sciences Po, où c'était qu'est-ce qu'il y avait il y avait Baudin, et qui nous avait invités à expliquer à Sciences Po comment fonctionnaient justement les commissions d'histoire, les expressions. C'est comme ça que Baudin publie ma thèse aux éditions de Sciences Po. Voilà. C'est après devenu un ordre commission. Et alors c'est vraiment intéressant. Et ça explique que le contre-feu vient de Annie Friegel et de son équipe à Nanterre, avec la création de la revue communiste, qui dit justement, on est entré dans une autre époque, il faut un contre-feu. Bon, pardon. Et on parlera des écoles d'historiographie. Je ne sais pas. Pas sûr. Si on a le